Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa. Nous aurons aujourd'hui quatrième volet de notre semaine sur le Burkina Faso avec notre dossier du jour qui sera consacré aux défis énergétiques du pays. Au programme également de cette émission, les Gambiens ont voté ce jeudi 1er décembre pour désigner leur nouveau président. 3 candidats sont en lice dont le président sortant Yaya Jammeh. Et le Maroc qui souhaite réintégrer l'Union africaine a dénoncé ce mercredi l'élan d'obstruction de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Didier Ouedraogo, vous êtes coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Bienvenue. Bonsoir, merci. Avec nous également Monsieur Moussa Ouedraogo, vous êtes chargé des stratégies électorales du MPP en France, le mouvement du peuple pour le progrès. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et notre éditorialiste Alfred Songo, bienvenue Alfred. Merci, très heureux Fanny de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, je dis merci de leur accueil bienveillant. Tout de suite l'actualité du jour. Les Gambiens ont voté ce jeudi 1er décembre pour la présidentielle. Ils devaient désigner leur nouveau chef de l'État. 3 candidats en lice. Le président sortant Yaya Jammeh qui brigue un 5e mandat. Adama Barrow, candidat unique de l'opposition. Et Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir. Mélina Bokassa. Jour de vote en Gambie, 890 000 électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi 1er décembre pour élire le nouveau président. Parmi les candidats en lice, Adama Barrow, candidat unique d'une large coalition de l'opposition, Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir, et l'actuel chef de l'État, Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans. C'est qu'il est un dictateur, il a tué beaucoup de ses opposants, beaucoup se sont exilés, l'élite intellectuelle du pays reste, la diaspora hors du pays, et donc tout cela, je pense, aujourd'hui, les Gambiens vont aux urnes le 1er décembre dans la peur au ventre, en se disant que, écoutez, ce monsieur-là, même s'il est battu, il risque de ne pas partir. Pour la première fois depuis l'arrivée du président Yaya Jammeh au pouvoir, le candidat de l'opposition ne sera pas Oussainou Darboe, mais Adama Barrow. Homme d'affaires de 51 ans, il a été désigné comme candidat unique de l'opposition, une première en Gambie. Avec toute la force qu'il peut avoir issue de la coalition des partis d'opposition, je pense que l'opposition gambienne non seulement n'était pas prête, mais elle a aussi eu beaucoup de difficultés du fait de la répression dont elle fait l'objet depuis quelques années. Donc, il sera difficile pour l'opposition de mobiliser au-delà. Et puis, l'élection sera sans doute entachée d'irrégularités. Quelle sera l'issue du scrutin de ce 1er décembre quand on sait que la Gambie a refusé la présence d'observateurs? Va-t-il s'effectuer en toute transparence? Qui des 3 candidats remportera la présidentielle 2016? Des questions qui ne devraient pas rester longtemps sans réponse puisque les premiers résultats sont attendus dans la soirée de ce jeudi 1er décembre. Alfred, le président sortant Yaya Jammeh qui brigue un 5e mandat, peut-il pour une fois être mis en difficulté, pour la première fois? Je ne crois pas qu'il puisse vraiment, Fanny, être mis en difficulté, puisque des 2 candidats qui lui font face, il y a un qui vient de son parti, celui de l'opposition, il s'est pris un peu trop tard. Et donc, il n'a pas beaucoup d'aura par rapport à Darboe qui, lui, malheureusement, a été éliminé, et donc physiquement même. Et donc, du coup, là, il a fait au mieux. Pour une fois, Yaya Jammeh a joué la comédie de la démocratie, disant on laisse à tout le monde le soin de sillonner le pays, de mener campagne, ça s'est fait, mais on l'a vu à la fin de sa campagne, de son dernier meeting, dire il est hors de question qu'il perde, voilà, et que donc je crois que les dés sont pipés dès le départ. C'est une élection jouée d'avance? C'est une élection jouée d'avance puisque Yaya Jammeh tient le pays par la terreur. Qu'on se souvienne du coup d'État qu'il amène au pouvoir contre Daouda Jawara depuis 1994, donc il est au pouvoir, il mène la Gambie comme il l'entend, mais vraiment de main de fer, tuant par-ci, tuant par-là, arrêtant arbitrairement.
Et puis, chaque fois qu'il lui prend et qu'il lui passe une lubie dans la tête, ben voilà, ça devient République islamique. Un coup, on se retire de la CPI, etc. Donc, c'est presque un fou qui est au pouvoir et qui n'acceptera jamais vraiment d'être défait en tant que tel par les urnes. Et le peuple gambien le connaît très bien et a peur, au fond, de s'exprimer réellement, de dire ce qu'il pense au fond de lui-même, de son président. Donc tant qu'il aura dans ses mains toutes les forces de sécurité, il aura là le pouvoir de répression, à moins vraiment d'une révolte immense de son peuple. Non, il est certain qu'il va passer. Alors, vous parliez du candidat de l'opposition, Adama Barrow. Effectivement, c'est un nouveau en politique, mais pourtant, il a tout le camp de l'opposition derrière lui. C'est le candidat unique de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas une carte qui va jouer en sa faveur? En réalité, ça pouvait jouer si c'était une élection à 2 tours. Là, on est dans une élection à 1 tour. Et que l'opposition ne s'était pas attendue justement à se retrouver sans son leader charismatique habituel Darboe, et que donc a été dans l'urgence obligée de choisir une personnalité autour de laquelle elle s'est réunie, mais sans trop de conviction par rapport au résultat final. Alors, l'élection est quand même assez originale, puisque le système de vote par bille, c'est quand même original, unique à travers le monde. Alors, lui dit ça va prévenir la triche. Bon, il y a des observateurs qui sont là. J'espère qu'il va, en réalité, accepter les résultats des urnes, même si, par miracle, les résultats lui étaient défavorables. Moussa Ouedraogo, que vous inspire cette élection qui est quand même dans la sous-région? Alors, en ce qui me concerne, toute initiative démocratique est encouragée. Maintenant, reste à attendre les résultats et voir ce que Yahya Jammeh fera de ces résultats-là. Comme vient de dire mon prédécesseur, c'est presque une mascarade. Bon, à la limite, prenons-en ainsi et attendons les résultats, puis on avisera. Didier Ouedraogo. Alors moi, ça m'inspire une réflexion globale en fait sur les élections en Afrique, et notamment quand on constate qu'il y a encore des poches de dictateurs comme ça, et surtout donc des gens qui font et défont les princes comme ils pensent, parce que c'est eux-mêmes qui sont placés là. Ça m'inspire le fait que dans les autres expériences africaines de la région subsaharienne, etc., il y a eu des précédents. Le Burkina est un exemple, etc. Bon, ça veut dire que si on insiste et qu'on regarde un petit peu autour de nous et on laisse faire, c'est-à-dire il y a déjà une responsabilité, je dirais même des différents chefs d'État qui devraient réagir vis-à-vis donc de si grotesques gymnastiques démocratiques, parce que franchement, il y a pas grand-chose à chercher, il n'y a pas grand-chose à attendre. Mais le problème qui est posé surtout, c'est quel avenir on réserve à un peuple comme ça, et qui a sous sa férule un dictateur qui fait la pluie le beau temps sur un territoire, et dont on ne sait pas du tout, sauf une insurrection. Et c'est pas ce que j'ai dit, je suis pas en train d'appeler le peuple gambien à l'insurrection, mais c'est pas mon rôle de le dire, mais là, je vais dire, il n'y a pas tellement d'issue, puisque l'opposition, comme disait Alfred tout à l'heure, de toute façon va au combat, mais en réalité elle a presque perdu déjà. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas d'autre méthode, et surtout pas celle-ci en tout cas, surtout pas les billes aussi, parce qu'on voit très bien ce que ça veut dire dans un pays où plus de 60% de la population est analphabète. Bon, les billes ne signifient rien du tout, et puis toutes les fraudes sont possibles. Merci. Dans l'actualité également, le Maroc accuse de nouveau la présidente de la Commission de l'Union africaine de faire obstruction à ce retour dans l'organisation panafricaine. Dans un communiqué daté de ce 30 novembre, le ministère des Affaires étrangères du Royaume estime que Nkosazana Dlamini Zuma a retardé de manière injustifiée la diffusion de la demande du Maroc aux membres de l'UA. Mélina Bokassa. Le ton monte entre le Maroc et la présidente de la Commission de l'Union africaine. Dans un communiqué publié ce mercredi 30 novembre, le royaume chérifien accuse Nkosazana Dlamini Zuma de faire obstruction à son retour au sein de l'Union africaine. Le royaume du Maroc dénonce vigoureusement les manœuvres continues de la présidente de la Commission de l'Union africaine qui tente de contrarier la décision du Maroc de regagner sa place naturelle et légitime au sein de sa famille institutionnelle panafricaine.
Selon le ministère des Affaires étrangères, après avoir retardé de manière injustifiée la diffusion de la demande du Maroc aux membres de l'Union africaine, la présidente de la commission de l'UA rejetterait de façon arbitraire les lettres de soutien au Maroc des États membres de l'Union africaine. On sait bien que le Maroc est boycotté l'Union africaine, ça fait à peu près 15 ans. Maintenant, ils veulent le retour, mais à condition que l'Union africaine met fin au membership du Sahara occidental. Maintenant, la position de la présidente de l'Union africaine est non. Donc là, considéré par le Maroc comme interdiction de retour du Maroc au sein de cette organisation. Le retour du Maroc dans l'Union africaine doit être validé par un vote des États membres à la majorité des 2/3. Elle donne lieu à une lutte d'influence avec l'Algérie dans les couloirs de l'organisation qui doit se réunir en sommet début 2017 à Addis Abeba. Le royaume chérifien mène depuis quelques mois une vaste offensive diplomatique pour obtenir les soutiens nécessaires à sa réintégration. En toile de fond, la question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole contrôlée depuis 1975 par le Maroc et dont le Front Polisario réclame l'indépendance. Alfred, est-ce qu'on peut penser que la présidente de la Commission de l'Union africaine subisse des influences ? Je ne sais pas dans quelle mesure, mais pour la connaître un tout petit peu, c'est quand même une femme de caractère, donc je ne vois pas qui va lui marcher sur les pieds. Et c'est vrai effectivement qu'il y a un problème justement des transmissions des dossiers. Ça s'est vu d'ailleurs au sommet de Kigali en début d'année, où un certain nombre des membres de l'UA n'étaient pas au courant de la demande du Maroc justement de réintégrer l'Union africaine, alors que par ailleurs, le roi avait déjà entamé depuis longtemps justement des contacts avec la plupart des pays africains, d'abord par le biais de sa diplomatie économique, de demander de revenir à l'Union africaine, parce que finalement, qu'est-ce que le souverain chérifien a compris? C'est que sur la question du Sahara occidental, il faut arrêter de procéder comme ça se faisait du temps de son père, justement, aller à l'affrontement. C'est-à-dire, il suffit simplement de montrer aux autres membres de l'Union africaine, justement, la volonté de revenir et que de lancer des programmes dans le Sahara occidental, ça permettra à un certain nombre de chefs d'État africains de comprendre effectivement, de toute façon, que le Maroc, d'abord, fait partie des pays qui ont été à la naissance de l'OUA, qui est devenue l'Union africaine plus tard, et que donc c'est sa famille naturelle peut revenir. Et le roi bénéficie quand même de l'appui de presque tous les chefs d'État africains, et c'est vrai que ce conflit avec l'Algérie obère un petit peu les discussions, mais ça ne peut pas empêcher justement la présidente de l'Union africaine de transmettre les dossiers, tels que la charte de l'Union africaine. Justement, ça veut dire quoi? Si elle ne subit pas des influences, c'est-à-dire que d'elle-même, elle n'est pas neutre dans ce dossier? Je ne sais pas si elle n'est pas neutre dans ce dossier-là, ou si ce sont ses services qui ne sont pas attentifs justement à transmettre les dossiers qui arrivent à tous les membres de l'Union africaine, et puis à lui faire parvenir. C'est peut-être la bureaucratie qui fait cela. Mais on peut aussi comprendre la sortie du Maroc, dans le sens où, ben oui, justement, de montrer à tous les chefs d'État africains, voilà, malgré notre bonne volonté, bon, ça traîne un tout petit peu, et puis janvier, c'est bientôt, et que donc il faut que les uns et les autres prennent position dès maintenant. Didier Ouedraogo, que pensez-vous de ces luttes d'influence sur le dossier marocain? Mais c'est la lutte même au sein donc, de l'UA. Parce que dans le fond, il faut remarquer qu'on évoque l'article qui permet qu'on intègre tout pays africain à partir donc, de ces fameux articles reconnus les frontières au moment des indépendances. Ça veut dire que si on se replace dans l'histoire du Maroc, bon, on fait table rase, on fait main basse sur le Sahara occidental.
occidentale, etc. Alors que c'est quand même la pomme de discorde depuis fort longtemps. Et on ne peut pas gommer cette question-là comme ça et entériner donc l'adhésion au Maroc. Et moi, je comprends très bien la position ou la prudence qu'a voulu observer, n'est-ce pas, donc la présidente de la Commission. Mais ceci étant, c'est vraiment donc une lutte âpre au sein donc des influences, parce que le problème qui est posé, c'est que le Maroc a tout à fait intérêt, et les autres pays aussi avec le Maroc, a intérêt à ce que le Maroc soit dedans, parce que ça va couvrir aussi un problème que personne ne veut ressoulever, parce que c'est ça aussi la responsabilité des chefs d'État au sein de l'UA. Si toutefois chaque chef d'État reprenait la question en étant conscient qu'on l'a laissé en chemin et qu'elle n'est pas tranchée, ben c'est à ce moment-là qu'on devrait pouvoir au moins ouvrir le débat, quitte à trouver un consensus au sein, donc, et à partir de cette question marocaine. Mais ceci étant, on voit bien que c'est un blocage, et comme la fin du mandat de Mme Joumava va prendre fin, ben, on peut penser que le dossier va rester dans les tiroirs. Merci. Nous avons marqué une courte pause à l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom.